Comme tout entrepreneur, débuter est un autre métier que celui qui vous nourrit. Savoir se vendre, s'afficher, instaurer ses tarifs, se faire connaître, s'apprend. N'attendez pas d'avoir terminé toutes vos certifications avant de vous afficher et pratiquer. S'afficher, c'est déjà se reconnaître soi-même. Vous devez savoir vous exprimer facilement sur vos services. Donc apprenez à répondre automatiquement aux questions suivantes. Par exemple, comment définissez-vous vos services? Comment travaillez-vous? Quel outil et technique utilisez-vous? Quelles sont vos certifications et qu'est-ce que cela veut dire? Que faites-vous exactement et sur quel problématique travaillez-vous? À partir de quel âge vous consultez? Préparez-vous aussi aux détracteurs. Est-ce important de vouloir convaincre ou vaut-il mieux conserver votre énergie? En tant que travailleur autonome, vous devenez chef d'entreprise. Il est donc important de réfléchir à l'administration que va entraîner votre pratique. Comment allez-vous nommer votre entreprise? Son nom, les affiliations, les avantages, les inconvénients. Est-ce que vous allez créer une société? La vision de travailleur autonome, votre attitude face à l'argent. Renseignez-vous sur les règles fiscales. Faites un plan d'affaires, son prévisionnel, et définissez où trouver vos clients. Comment aller les chercher? Vous avez la possibilité de consulter des fiscalistes. En général, la première demi-heure est gratuite. Renseignez-vous auprès des comptables et même auprès de vos futurs confrères. Comment est-ce qu'ils se sont installés? Est-ce qu'ils ont créé une société? La raison pour laquelle ils ont créé cette société. Si vous avez un professionnel qui s'occupe de vos finances, demandez-lui, n'hésitez pas. Vous allez devoir apprendre à utiliser les médias sociaux, de fonctionner par stratégie. Vous allez faire des repas d'affaires, aller chercher des références, créer un site internet, des cartes de visite, des dépliants et tellement d'autres ouvertures que vous ne devrez surtout pas négliger. J'entends beaucoup de coachs encore aujourd'hui me dire qu'ils sont persuadés qu'ils possèdent ce petit truc qui va faire la différence avec la clientèle. Ils me disent qu'ils savent qu'il y a une clientèle qui leur est réservée et qui les attend. Alors je leur demande, comment est-ce que les clients trouvent le chemin de votre bureau? Ils me répondent pour le moment, ils ne l'ont pas encore trouvé, mais ça va venir. Alors je leur dis parfait. Qu'est-ce que vous faites pour qu'ils trouvent votre bureau bientôt? Ils me répondent rien. Comment ça, rien? Ils me disent rien, ils finiront par me trouver. Lorsque l'on est bon et que l'on croit à ce que l'on fait, les gens se déplacent. Ok. Mais comment ces clients vont trouver quelqu'un de très bon dans sa pratique, qui ne fait rien pour qu'on le trouve et qui se cache? Lorsque vous cherchez un déodorant et que vous avez terminé le vôtre le matin, qu'est-ce que vous faites? Alors ces coachs me répondent, je vais au supermarché où je vais d'habitude. Ok. Et s'il n'y a plus la marque que vous prenez d'habitude, qu'est-ce que vous faites? Je prends une autre marque qui est connue. Ok. Ils me disent, mais qu'est-ce que vous voulez dire par ok? Je dis moi rien. Si un client a besoin de vous et qu'il ne vous trouve pas, qu'il n'a jamais entendu parler de vous, ils ne connaissent pas votre nom, qu'est-ce qu'il va faire? Certains me disent que ce n'est pas leur genre d'aller se vendre, de parler devant des personnes pour expliquer ce qu'ils font et ce qu'ils ne feront pas. Être travailleur autonome va au-delà que d'être assis dans un bureau et à faire entrer la clientèle l'un après l'autre. Être travailleur autonome demande de pratiquer plusieurs métiers, d'être curieux. Le marketing, l'administratif font partie des responsabilités du travailleur autonome qui veut en vivre. Il sera difficile d'en faire que la moitié. C'est une de vos responsabilités qu'il va falloir prendre en charge. Vous avez ou vous allez faire une formation longue et passionnante sur la nature d'identité de l'être humain. Vous avez ou ferez un gros travail sur vous, votre comportement et étudierez de nouvelles stratégies. Repoussez vos limites et donnez-vous le droit d'être la personne que vous aimeriez être. Il y a d'exceptionnels coachs qui arrêtent au bout de quelques mois ou une année parce qu'ils refusent d'établir les stratégies de comportement qu'ils enseignent à leurs propres clients. Vous avez d'autres coachs avec moins de qualité qui travaillent très fort en sortant de leur zone de confort. Entraînez-vous devant votre miroir. Parlez haut et fort en vous regardant dans les yeux. Regardez-vous comme si ce n'était pas vous mais un coach que vous découvrez pour la première fois. Regardez votre visage dans l'ensemble. Les marques de la vie, vos yeux au plus profond. Demandez-vous, qui êtes-vous lorsque vous vous voyez? Qui êtes-vous au fond de vous? Vous êtes face à vous-même, ne vous mentez pas et regardez-vous profondément. Vous êtes la personne qui ne vous trahira jamais.
Alors faites-vous face avec respect et fierté, parce que vous êtes quelqu'un de bien. Vous avez parcouru votre vie jusqu'ici et ce n'est pas rien. Ayez confiance en ce que vous faites. Ne perdez pas d'énergie à vouloir vendre votre savoir à des contradicteurs fermés qui ne chercheront qu'à vous affronter, vous provoquer et vous déstabiliser. Alors reprenez les choses à la base. Préparez un plan d'action réalisable et donnez-vous le temps pour vous développer. Ne placez pas toute la pression sur l'activité financière de votre bureau lorsque vous commencez. Laissez-vous du lousse, préparez un petit coussin. Nous avons très souvent envie d'aller vite, très vite, pour vivre financièrement du bureau, de la nouvelle activité. Prenez le temps, gardez votre emploi et faites les choses dans l'ordre. Il vous faudra peut-être 2 voire 3 années pleines pour être totalement indépendant financièrement. Vous pourrez faire la bascule professionnelle lorsque vous ferez le minimum de chiffre d'affaires pour vivre et non pour survivre. Si vous êtes sérieux et assidu, la bascule peut se faire en 2 ans de pratique. C'est pourquoi, dès votre certification de praticien, commencez à consulter officiellement. Commencez par les personnes qui vous entourent, puis les amis. Sachez que ce n'est pas les proches qui vendront vos services sur du long terme. Les personnes qui vous recommanderont seront celles qui paieront vos séances. Le prix ne sera peut-être pas un souci pour vous à ce moment-là, au tout début, même si vous désirez offrir vos séances, juste pour pratiquer. Mais le client ne s'investira pas s'il n'y a pas d'investissement sérieux de sa part. Et pour qu'il y ait un investissement chez l'être humain, c'est d'aller taper dans son portefeuille. Ce client viendra essayer pour voir, tester, passer un moment sympa. L'investissement de l'homme, c'est l'argent. Alors même si vous commencez en demandant quelques dollars, il faut le faire. Lorsque vous serez payé, vous aurez vous-même un autre regard sur ce que vous faites. Quelqu'un qui vous offre ses services gratuitement, est-ce professionnel ou un service amical? Posez-vous cette question. Lorsque vous allez voir un thérapeute, comment le voyez-vous et qu'attendez-vous de lui? Que pensez-vous de lui si c'est gratuit? Lui enverrez-vous des clients et comment vous allez en parler? Le tarif est souvent basé sur celui des coachs qui vous entourent. Si vous vous affichez à 60 $, vos clients vous enverront d'autres clients à 60 $. Le prix ne fera pas votre qualité. À ce jour, les tarifs vont de 80 $ de l'heure à plus de 250 $ de l'heure. Le juste prix est celui que vous reconnaissez pour vos services. Être le moins cher ne veut pas dire celui qui travaillera le plus. Le développement personnel n'a pas de prix. Vous choisirez la clientèle qui vous ressemble, suivant la valeur que vous vous donnerez. Soyez raisonnable dans l'irraisonnable. Calculez vos besoins réels et votre prévisionnel. Il est plus facile d'avoir une clientèle de particuliers lorsque vous faites des reçus d'assurance. Ne soyez pas mal à l'aise à annoncer votre prix. Vous avez étudié, investi des sommes de plusieurs milliers de dollars, délaissé votre famille, vos amis pendant de nombreux week-ends pour être à la pointe. En donnant vos consultations, vous devez pouvoir payer votre loyer et mettre à manger sur la table. Je vous souhaite de faire une moyenne de 35 et plus de clients par semaine, mais soyons réalistes. Si vous en faites 10, 12, 15, c'est déjà une très très grosse moyenne. Apprenez donc à vous vendre. Soyez fiers de tout ce que vous savez. Vous allez devenir des experts. Un problème avec l'argent peut avoir un lien avec le syndrome de l'imposteur. Ce que vous faites a une valeur, une vraie valeur. Apprenez à l'afficher, apprenez les bons mots à pouvoir afficher de la manière à ce que votre clientèle soit intéressée par rapport au nom que vous allez déjà vous donner, ce fameux titre qui est important. Le client avec le titre doit savoir exactement qui vous êtes, et rien qu'avec un mot. Et puis, faites-le savoir. N'hésitez pas à partager, à faire des petits ateliers, à faire des zooms, pourquoi pas, à faire des lives sur les réseaux sociaux. Les gens viendront vous voir que s'ils vous connaissent. S'ils ne vous connaissent pas, ils ne savent même pas qu'ils ne savent pas que vous existez. Lorsque je suis arrivé au Québec, je ne connaissais personne. J'avais un ami qui avait un réseau social très fermé, je dirais même hyper réduit. Donc pour me faire connaître, il a fallu que je fasse des ateliers. J'ai fait des cabinets publics, des ateliers qui étaient ouverts à tous gratuitement pour parler d'hypnose, pour faire vivre l'hypnose et l'auto-hypnose. On était encore très loin de l'hypnose de spectacle. Vous savez que ce n'est pas du tout mon métier,
Donc c'était vraiment de l'hypnose de transformation pour travailler avec les personnes qui étaient là. Au premier atelier, il y avait une dizaine de personnes. Et petit à petit, je suis monté jusqu'à 50, 80 personnes sur ce genre d'atelier. Et c'est ça qui m'a aidé à me faire connaître. Et c'est là que les personnes ont commencé à parler de ce qu'ils avaient vécu et de ce que je pouvais leur apporter. J'ai par la suite essayé de faire des publicités, Facebook, tous ces réseaux sociaux. Et ce n'est pas mon métier. J'ai perdu beaucoup d'argent dans ce style de publicité. Alors j'ai préféré monter des groupes. Regardez, les groupes privés, fermés, sur les réseaux sociaux, vont vous apporter plus une meilleure clientèle, une clientèle qui sera intéressée par ce que vous faites. Bien cibler une publicité, c'est cibler le persona avec qui vous pouvez travailler. Il vaut mieux avoir moins de personnes qui vont venir vous voir, 30, 40, 50, peut-être 100, plutôt que d'en toucher 5000 qui n'en ont rien à faire de vous. C'est tout un métier. Allez voir un professionnel qui va pouvoir vous aider, vous conseiller, vous guider à définir ces mots-clés dans la recherche au niveau de la publicité et peut-être un designer pour pouvoir faire vos aperçus et vos visuels. Faites des lives et mettez du contenu dans vos lives. Donnez envie aux gens de venir vous voir, de vous suivre. Alors si vous désirez de faire de la publicité, sachez que la publicité coûte très cher. Je vous conseille donc de trouver quelqu'un et qui pourra vous orienter, même le faire pour vous, quitte à une somme, quitte à le payer. Autrement, vous allez très très vite perdre de l'argent. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de l'effet papillon. L'effet papillon de vos apprentissages et de la transformation que vous allez vivre dans ces formations et de l'effet domino que ça peut apporter sur votre entourage. À tout de suite.